Mesdames, Messieurs, chers amis, il est midi très précisément et comme nous venons de l'indiquer, nous démarrons à l'heure. Nous sommes particulièrement heureux à l'occasion de ces 8e ateliers républicains. Et oui, mon cher Gérard, déjà 8, c'est déjà pas mal. Nous sommes en train de nous installer parmi les activités importantes d'Elnet. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'abord de recevoir Maître Antoine Garapon, que dans quelques instants, notre ami Gérard Rabinovitch va vous présenter. Et nous allons traiter d'un sujet éminemment d'actualité et important, mais en fait, nous traitons de tous les sujets de fond qui sont, et c'est quand même une question qu'on peut se poser, éminemment d'actualité, la présomption d'innocence au temps des réseaux sociaux. Ce n'est pas rien. Comme je le dirai en conclusion également pour tous ceux qui nous auront rejoints entre-temps, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos ateliers républicains en ligne sur le site elnetwork.fr. On va d'ailleurs afficher sur le chat le nom de domaine de notre site pour que ceux qui le souhaitent puissent se connecter. Et sans plus attendre, nous donnons la parole à notre ami le professeur Gérard Rabinovitch, qui est le responsable des programmes, d'un programme dont il s'occupe en partenariat avec Sarah Pérez, qui est notre Research Officer en charge de toute la partie think tank et recherche d'Elnet. Gérard, tu as la parole. Merci Arié, merci, bonjour à tous. Et comme Arié vient de le dire, dans le fil de nos interrogations, et donc en écho aux actualités qui nous assaillent et qui nous enveloppent de leur bruit, on va aujourd'hui aborder les enjeux qui se dessinent autour d'un syntagme très organisateur de nos tranquillités citoyennes, celui ainsi dénommé de présomption d'innocence. Un syntagme qui revient se signaler en démembrement potentiel sur l'agenda public. Un syntagme dont la formulation et ses implications éthico-politiques tiennent au temps moderne, dans l'élan des Lumières, mais qui trouve ses linéaments loin dans le temps. Un syntagme civilisationnel qui trouve sa place sur l'établi de travail de la philosophie politique autant que sur celui de la science juridique. Un syntagme qui a valeur directive, sinon prescriptive, et dont le respect ou le délitement de son observance fait signe de l'état des montages symboliques avec lesquels se peut une vie bonne, dans le cadre du bon agir en commun d'une haute démocratie. Un syntagme qui fait clé verrouillante dans les franchissements de seuil du travail de civilisation et d'élévation dans la vie de l'esprit. Spirituellement, il se pourrait que dans l'histoire civilisationnelle de notre région du globe, ses bricolages, ses insistances, ses régressions, ses percées, la présomption d'innocence trouve ses amorces et prenne son élan séminal bien loin avant son formatage énonciatif contemporain. Peut-être, je lance cette hypothèse, depuis les temps anciens de la pesée de la loi du talion, lorsque celle-ci est pensée, revisitée, jugulée par la tradition monothéiste, dans ses versions talmudiques pour le judaïsme et évangéliques pour le christianisme. Toute justice est due d'abord à la victime d'un dommage, mais au principe générique de réparation, pas au sacrifice de son auteur. La loi de justice étend l'impérium de sa vérité de sens sur l'assemblée humaine et vaut alors pour tous, victimes et coupables. Un même fil éthique invisible, mais tangible, court et relie. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, en 9e des 10 paroles sinaïtiques, avec, par exemple, le principe qu'une sentence capitale prise à l'unanimité des juges est disqualifiée de cette unanimité, justement, selon l'épistémologie talmudique, voire Sanhédrin 17a, ou avec l'interpellation des lyncheurs, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre, évangile de Jean 8, 7. Voilà, pour ne citer que cela en vignette explicite. Cette justice-là trouve son étayage avec la science et la raison, en héritage initial d'Athènes, pour la quête et l'établissement des vérités factuelles, soit le canevas des preuves tangibles. Ceci dit pour indiquer que la présomption d'innocence dont va nous parler notre invité de ce jour, Antoine Garapon,
est un des traits du travail laborieux de civilisation, un de ses gains. Et quoi qu'en veulent tous les tenants puérils de la cancel culture, c'est en Europe que se tente depuis des siècles le nouage borroméen en double fondement d'Athènes et de Jérusalem, de la raison, de la liberté et de la justice, un entrelacement des trois qui, de cette condition de nouage, se fait le gardien, l'étai et le pondérateur tout à la fois de chacun d'entre eux. Avant d'arriver à la présomption d'innocence, il a fallu traverser des siècles qui l'ignorèrent. Siècles livrés à l'arbitrage des puissants, autant qu'à la pensée magique en guise de cognitivité, et puis encore au fantasme gourmand de sang de la plèbe mentale. Il a fallu en pallier peut-être l'Habeas Corpus Act du Parlement anglais de 1679 contre l'arbitraire, posant que nul ne peut être emprisonné sans jugement, qui est un principe socle de l'état de droit. Et c'est notre invité saura mieux le développer en droit que moi, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que sera enfin affirmé que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Bon, j'anticipe sans doute sur ce qu'il va nous apporter, mais de toute façon, il le dira mieux que moi. Pour autant, les désaveux de justice et dénis de ce principe nouveau de 89 n'ont pas manqué par la suite, comme en ont témoigné nombre de drames allégoriques. Son rayonnement prend du temps à atteindre les contrées du réactif primaire, individuel comme collectif. Faut-il par exemple rappeler l'affaire de Damas en février 1840, lors de laquelle les Juifs de Damas furent accusés d'avoir assassiné un moine chrétien d'origine française et son domestique pour récupérer son sang pour la confection de matzot, un meurtre rituel en calomnie assassine, calomnie établie comme un classique récurrent depuis les antiquités pré-chrétiennes contre les Juifs. À Damas, il y eut des morts, des pillages de synagogues, des destructions de rouleaux de la Torah. À cette époque, la France, sous la présidence du Conseil d'Adolphe Thiers, ne se montra pas exemplaire, c'est peu de le dire, d'autres nations se montrèrent plus battantes contre cette infamie. Il est d'ailleurs courant qu'on voit dans cet épisode l'amorce du futur conflit en France entre prééminence de l'Église catholique et préséance de l'État, avant même que celui-ci adopte les paramétrages de la laïcité. L'affaire de Damas fut en tout cas assurément le motif de la création de l'Alliance israélite universelle en 1860 et incita à la création d'une presse juive autonome, ainsi du Jewish Chronicle en Angleterre. Nous en trouvons, il y a eu aussi un épisode semblable dans le mois qui suivit à Rhodes contre la population juive de l'île. Les voluptés de la haine sont plus facilement d'imitation épidémique que les ascèses de l'amour du prochain. Nous en retrouvons encore un cas similaire à Kishinev en 1903, même accusation de meurtre rituel sur un garçon chrétien assassiné et rejet simultané de l'évidence connue dès le début du réel meurtrier, comme il sera finalement prouvé par la suite. Entre-temps, l'extrême sauvagerie du pogrom qui s'en enclencha fit une cinquantaine de morts, près d'une centaine de blessés graves, 500 autres atteints et 700 maisons et boutiques pillées. Nous n'allons pas revenir ici sur les épouvantes du premier demi-siècle du XXe siècle et du saccage des acquis du travail de civilisation par les différents systèmes totalitaires qui, de structure, balayèrent l'hypothèse même d'une présomption d'innocence. Elle leur est antinomique. Et nous ne serons donc pas étonnés qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la présomption d'innocence ait eu besoin d'être réaffirmée en conquête civilisationnelle et soit à nouveau inscrite à l'article 11 de la Déclaration universelle de l'homme de 1948, ni que ce soit René Cassin, juriste de la France libre, mandaté par le général de Gaulle, qui ait eu la responsabilité de sa rédaction, de sa remise au jour et à jour. Il synthétisait en sa personne bien des attendus d'esprit pour la rétablir en principe universel. Dans le style des dénis de justice, il ne serait pas besoin non plus de rappeler l'affaire Dreyfus, sauf pour y pointer que la question de la présomption d'innocence, qui était intrinsèque à l'aura de l'esprit républicain, s'est trouvée là, au pays même de sa proclamation, débordée et étouffée par un assurément coupable antisémite prépositionné.
L'affaire Dreyfus signe que, même de droit, la présomption d'innocence peine et se démet face aux préjugés qui mènent la danse et la contournent et aux haines recuites qui cherchent leur objet d'exultation. Le principe de présomption d'innocence qui visait l'arbitraire de l'État et complétait l'habeas corpus reste au risque, dans les sociétés de masse, d'être submergé par l'opinion. L'opinion qui subvertit l'ascèse de l'établissement raisonné des faits comme condition préalable au jugement et qui tisse parfois des transversales de complicité mauvaise entre le public et les supposés garants de la légitimité du droit. Cette opinion dont Platon, déjà dans le livre 6 de la République, pointait qu'elle ne connaissait que deux régimes de connaissance, la croyance et l'illusion. Livrée donc aux affects et aux préjugés, sans barrière mentale contre l'abjection et les passions tristes, telles que les nomme Spinoza, et selon les périodes ou les prétextes, possiblement envahis par les affres du ressentiment, les joies mauvaises du malheur d'autrui, les jouissances cruelles de la méchanceté, les voyeurismes gourmands et la satisfaction de soi au fond buté. L'élévation dans la vie de l'esprit en travail de civilisation, ce culturarbat continuellement salué par Freud à un coup, celui qui n'y trouve pas satisfaction narcissique, lucidité désenchantée, ou bien même bénéfice utilitaire, rechigne et renacle d'avoir à se faire civiliser. Ce qu'on discerne dans les exemples cités, Damas, Paris, Kishinev, que je viens de citer, comme d'autres moins lointains, souvenons-nous de Bruet en Artois et du juge Pascal dans les années de l'activisme maoïste ou de la dite affaire Baudis à Toulouse, c'est le rôle qu'eut chaque fois une partie de la presse comme tisonnière des braises et comme pourvoyeuse d'incendies. Pas toutes, bien sûr, c'est dans l'horreur de son temps que Zola publia son retentissant J'accuse. Mais c'est là que, par système, l'opinion acquiert son statut de légitimité sans le poids décisif des preuves, qu'elle est placée en équivalence d'autorité avec celle acquise par le travail de la connaissance. Dans ce délitement des asymétries légitimes entre ces deux registres dénoncés, ne se niche-t-il pas les prémices ou bien les accélérateurs d'un effondrement des paramétrages gagnés du travail de civilisation? Comment peut advenir le tohu-bohu, se demandèrent quelque part les sages du Talmud. Petit à petit fut la réponse. Pour en faire le diagnostic et en approfondir les implications de toute sa compétence, nous avons demandé donc à Antoine Garapon de venir nous rejoindre dans l'œuvre de nos ateliers. Ce qu'il a volontiers accepté, ce dont non seulement nous le remercions, mais aussi nous le signifions comme un de ces signaux précieux de convocation commune, détenant et aspirant aux enseignements du monothéisme éthique face au délitement de l'époque. Antoine Garapon est magistrat honoraire. Après ses études à l'École nationale de la magistrature, il est nommé juge des enfants pendant plusieurs années, une dizaine, il me semble. Il sera encore maître de conférence à l'École nationale de la magistrature, puis pendant de très nombreuses années, il a été le secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Il enseigne aujourd'hui à Sciences Po. Il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il dirige la collection Bien commun aux éditions Michalon et anime une émission hebdomadaire sur France Culture, Matière à penser. Il est par ailleurs également membre de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Enfin, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le gardien des promesses, Justice et démocratie, chez Odile Jacob, Bien jugé, essai sur le rituel judiciaire, également chez Odile Jacob, Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner, toujours chez Odile Jacob. Sa plus récente publication, La justice digitale, Révolution graphique et rupture anthropologique, au PUF, en 2018 avec Jean Lassaigne. Antoine, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend ? Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi, Gérard, et merci aux ateliers républicains donc de donner l'occasion de réfléchir ensemble sur un phénomène qui est très récent et qui s'accuse encore plus ces derniers temps, j'allais dire, après l'affaire Duhamel et l'affaire Claude Lévesque et beaucoup d'autres, dans lesquels on est surpris de voir que les évidences que tu rappelais à l'instant, Gérard, ne sont plus évidentes pour beaucoup parce que les temps ont changé. Alors, quelques mots pour commencer sur la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un acquis révolutionnaire en droit extrêmement important
dans la Révolution, beaucoup plus, très important et relativement méconnu, qui passe pour soi, c'est avec le jury criminel. C'est avec le jury criminel un progrès vécu comme un progrès considérable pour la liberté. Pourquoi? Ben, bien sûr, tout d'abord parce que c'est une méthode de travail qui fait que le juge et l'accusateur surtout doivent fournir les preuves de son accusation comme si la personne poursuivie était innocente. Et c'est donc une méthode de travail qui est une sorte d'hygiène, de désinfectant pour la justice, en s'imposant de faire ce travail. Mais je crois qu'il y a aussi une résonance symbolique très forte, c'est que la présomption d'innocence, ça veut dire la fin de deux choses, la fin de cette sorte de jugement spontané qui était une plaie de l'Ancien Régime, des gens sans feu ni lieu, c'est-à-dire des gueux par rapport aux aristocrates, ça veut dire une égalité bien sûr de tous devant la loi, et puis je crois que c'est le renversement de quelque chose, peut-être c'est plus profond, si on a l'occasion d'y revenir, c'est le renversement plus profondément d'une culpabilité de principe qui était peut-être héritée par notre culture judéo-chrétienne, mais qui était entretenue par l'Église, c'est-à-dire l'homme est coupable par nature. Et donc là, c'est une affirmation contraire, l'homme est innocent par nature. Alors, je voudrais développer trois types d'observations rapidement. Tout d'abord, revenir sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'ils ils ont participé pour le meilleur et pour le pire dans le fait que la présomption d'innocence soit malmenée aujourd'hui, mais revenir aussi sur notre époque, le moment que nous vivons et que nous indiquent ces affaires, et puis sur un mot aussi sur le droit. Alors commençons par une expression, c'est pas par hasard d'ailleurs que c'est au tournant de la fin des années 90, avec la chute du mur, que les affaires Urbain, Graco, vous en souvenez peut-être, qu'on voit s'affirmer une démocratie d'opinion, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle les faits divers et les affaires médiatico-judiciaires, comme on les appelle à l'époque, prennent de plus en plus de place. Donc une opinion transmise par les médias, oublieuse, colérique, émotive, qui s'indigne facilement, mais qui oublie aussi très facilement. Et puis, on a vu une relance de cette démocratie d'opinion par un nouveau média, un nouveau support, c'est celui des réseaux sociaux, qui sont très particuliers, ça serait une séance en soi, mais qui ont amené ces mouvements, alors ces mouvements très, très imprévisibles, je pense bien sûr à MeToo, mais il y en a beaucoup d'autres, Le dernier qui est loin de nous, de notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'affaire de GameStop il y a un mois et demi à la bourse, où tout d'un coup, il y a un coup de bourse fait par des petits porteurs pour dénoncer et attaquer le système. Alors, je m'intéresserai plus sur ce qui se passe et ce qu'on a vécu et ce qu'on vit toujours ensemble, ce qu'on continue de vivre avec l'affaire Duhamel, c'est-à-dire un emballement dans lequel vous voyez dire qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, parce que c'est parti d'un livre, en l'occurrence, comme le livre de Vanessa Springora, qui sont des livres à mon avis, très importants, mais ça veut dire qu'une concentration d'une émotion médiatique sur les réseaux virales qui s'emballent pour exclure quelqu'un. Vous remarquerez que l'argument de la présomption d'innocence n'a, à ma connaissance, pratiquement pas été entendu dans l'affaire Duhamel. L'article dans Le Monde d'avant-hier, il y avait un article, une tribune de Art Press qui réclamait la présomption d'innocence pour Claude Lévesque, mais le fait est que les œuvres de Claude Lévesque ont déjà été retirées pratiquement de toutes les salles des musées dans lequel il était exposé, alors que pour l'instant, on n'a que des affirmations.
Donc, on voit que pour les réseaux sociaux, il y a peut-être une inversion, une présomption de culpabilité par une sorte de tempête réticulaire, une tempête sur les réseaux sociaux qui s'abat et qui va d'ailleurs souvent, alors ce n'est pas du tout le cas de l'affaire Duhamel ni de l'affaire Claude Lévesque, mais dans beaucoup d'autres affaires qu'on peut étudier, il est frappant de voir que cette cancel culture dont tu parlais, cette culture de la proscription, elle vise des actes qui souvent ne sont pas répréhensibles pénalement. C'est le fait d'avoir été faire un safari en Afrique, ou c'est le fait d'avoir tenu des propos déplacés, un peu lourdingues, et qui, en l'espace de quelques heures, va réunir des milliers ou des millions de cris sur les réseaux sociaux d'indignation, et donc qui va pousser l'employeur à licencier l'intéressé, qui va le condamner à une sorte de mort sociale. Ce qui s'est passé pour Finkielkraut, qui a tenu des propos, comme souvent il a le chic sur LCP ou LCI, je ne sais plus, disant, se demandant pour le consentement, mais qui sont des propos d'un intellectuel et lui ont valu d'être congédié immédiatement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que je trouve très intéressant, c'est quand même c'est de voir que la presse ne joue pas le rôle de contre-pouvoir, elle s'exécute immédiatement. C'est la puissance des réseaux sociaux est tout à fait impressionnante. Il a été licencié, séance tenante, pourquoi? Pour avoir dit quelque chose, pour se poser la question du consentement des enfants. Alors, ce qui est certain, c'est que cette justice, cette proscription, c'est une justice très expéditive dans laquelle il n'y a pas de gradation dans la peine, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de différé. Il n'y a pas de différé entre l'accusation et une séance d'explication collective. C'est ça, finalement, un procès, c'est une séance d'explication collective pour essayer d'établir des faits et de mettre à distance les passions. Là, au contraire, les passions sont à l'état vif, incandescent, et aussi avec ce qui est caractéristique de Twitter ou d'autres réseaux sociaux, une sorte d'abstraction de l'autre. La personne désignée devient un signe, dans le fond, est réduite à l'état de signe du mal absolu, comme peut l'être un acte de pédophilie commis il y a beaucoup d'années. Alors, un monde de silhouettes, dirait Camus. Alors, plusieurs observations là-dessus, il y a tellement à dire, c'est que cette violence est à la fois progressiste, elle se veut progressiste, elle vient beaucoup d'ailleurs des milieux de gauche, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Elle se veut progressiste, et j'y reviendrai plus profondément dans un instant, parce qu'elle dénonce des injustices, mais en même temps, elle a quelque chose de régressif. Les deux en même temps, parce que, eh bien, on voit des phénomènes de chasse aux sorcières, de boucs émissaires, avec une grande confusion des rôles, avec aussi un désir de pureté. Un désir de pureté. Obama a fait, si vous trouvez ça sur Internet, c'est extrêmement intéressant. Il a répondu ça à la cancel culture, au tenant de la woke, de l'éveil. Il dit, mais attention, la vie politique, c'est pas comme ça. La vie politique, c'est compliqué, c'est complexe. Et puis, c'est pas tout blanc, tout noir. Et je pense à ce que disait Ricoeur sur les médiations imparfaites. Et dans le fond, nous avons ce dont témoignent ces indignations sur les réseaux sociaux et cette culture, c'est que nous avons de plus en plus de mal à nous accommoder, à nous accoutumer, à accepter que les médiations soient imparfaites. C'est une belle phrase de Peggy, disant une révolution, c'est toujours
l'appel d'une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite. Et donc, il y a ce paradoxe que ces transgressions de la présomption d'innocence se font au nom d'un désir de justice plus absolu. Et c'est pas le moindre des paradoxes de notre époque, d'ailleurs, d'avoir jamais le désir de justice n'a été aussi exigeant et absolu, et jamais la confiance dans les institutions pour le réaliser n'a été aussi faible. Donc, il y a et je crois d'ailleurs qu'on est frappé, mais ça on pourra revenir dans la discussion si vous voulez, parce qu'il me semble que c'est très important, c'est qu'il y a quelque chose non seulement du retour de l'archaïque, mais d'un sacré diffus, qui n'a plus de formulation disponible, qui n'a plus de tradition pour le faire réfléchir. Alors, le risque, c'est que cette dénonciation des réseaux sociaux, qui n'est pas évidente parce qu'il y a quelque chose de très positif dans le mouvement MeToo, dans la libération de la parole, il y a pour moi quelque chose d'extrêmement nouveau et encore une fois positif pour permettre à des femmes, à des victimes et à des victimes d'inceste aujourd'hui de prendre la parole. Et beaucoup de chercheurs, je pense notamment à une chercheure remarquable qui est une turco-américaine, Zeynep Tufekci, qui met en garde contre l'illusion de tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, parce que ça serait trop commode. C'est plus compliqué que ça. Pourquoi ? 3 observations sur ce point-là. Je constate qu'il y a, dans les sociétés très libérales en matière de mœurs comme la nôtre, il y a un phénomène de panique morale. C'est quoi la panique morale ? C'est le risque, c'est cette menace que le mal vienne de ceux-là même qui devaient nous en protéger, et que le préfet de police déporte la population dont il a la garde en quelque sorte, c'est l'affaire Papon. Le médecin inocule le poison, c'est le sang contaminé. Le prêtre corrompt la jeunesse, le père souille sa propre dépendance, l'homme politique corrompt le bien public, c'est-à-dire qu'il y a une menace nouvelle d'effondrement. Alors, c'est cette fameuse phrase qui, pour moi, c'est la phrase de celui-là, au moins, il était innocent, dit Tarrou dans La Peste, devant le cadavre le corps sans vie du fils du juge Othon. Alors, je crois que l'enfant, ce n'est pas du tout par hasard que ces questions reviennent à propos de l'inceste. L'enfant, c'est à la fois, d'abord, nous sommes des sociétés vieillissantes, dans laquelle il y a de moins en moins d'enfants, surtout chez nous en Occident, et même si c'est moins vrai en France. Et puis, l'enfant, c'est l'incarnation d'une innocence indiscutable. C'est la recherche d'un absolu de l'innocence. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que les remarques d'Alain Finkielkraut ont été peut-être aussi mal vécues, parce que non, on ne pose pas la question. On ne pose pas la question, et d'ailleurs, c'est les déclarations de notre ministre de la Justice, et de ce côté-là, d'ailleurs, j'y suis personnellement favorable en tant que juge des enfants. Je pense qu'on ne doit pas, effectivement, il y a une présomption d'absence de possibilité de consentir pour un mineur de 15 ans, et c'est quelque chose qui revient avec force. On ne peut pas se poser la question, et comme une cour d'assises l'a fait malheureusement il y a quelques années, dire que une enfant de 11 ans pouvait consentir à des rapports sexuels. Alors, donc, panique morale, référence à l'enfant. Il y a, je crois aussi, il faut l'entendre, c'est ce que nous disent les sociologues du scandale. La sociologie du scandale, c'est que la question, en fait, on peut la renverser. C'est non pas pourquoi nous nous indignons, c'est pourquoi nous ne nous sommes pas indignés pendant des décennies
pour ces pratiques qui étaient intolérables et tout aussi intolérables et tout aussi répréhensibles et réprimées par le code pénal qu'aujourd'hui. Ça, c'est une interrogation que nous avons beaucoup à la SIAZ, et d'ailleurs ça nous emmènerait sur des considérations qui seraient plus profondes, hein, sur le sens, sur l'indignation et sur le sens moral finalement. À la SIAZ, on est frappé de ce que beaucoup d'abus sexuels commis par des clercs étaient commis pas au vu au su de tout le monde, mais disons que beaucoup de gens savaient et ne disaient rien et n'éprouvaient pas le besoin. Au contraire, préféraient protéger l'Église et protéger un certain ordre social, protéger le collège. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que c'est intériorisé par les enfants quand, 50 ans après, ils viennent témoigner, ils disent « mais je ne pouvais pas parler ». Je ne pouvais pas parler parce que d'abord, mes parents n'auraient pas compris et parce que si j'avais parlé, j'aurais tout fait exploser. L'école, l'église, ma famille, le couple de mes parents, etc. Ce n'était pas possible. Et c'est contre ce silencing, comme disent les féministes aujourd'hui, qui est une excellente expression, qu'il y a ce poids du silence, mais un poids du silence, alors là, un poids du silence, je vais y revenir dans un instant, mais avant, je voudrais terminer sur un point, parce que c'est un dernier point sur cette deuxième observation. Les spécialistes, les sociologues du scandale observent tous qu'on s'indigne quand on veut congédier une classe politique. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de l'affaire Profumo en Angleterre. Moi, j'étais gamin à cette époque-là. L'affaire Profumo, un ministre conservateur de la défense britannique qui s'était fait piéger par monsieur Profumo, qui s'était fait piéger par une Mata Hari. Et, bon, et ça avait été un grand scandale. Et finalement, bon, ces affaires-là étaient assez classiques, sauf que tout d'un coup, les Anglais ne voulaient plus voir une classe politique exclusivement comment dirais-je, peuplée de gens qui viennent d'Oxford et de Cambridge et qui soient des mâles blancs de l'aristocratie anglaise. Et on a trouvé des Harold Wilson, des Thatcher, des John Major, qui étaient en fait des gens de milieu beaucoup plus simple, une nouvelle classe politique. Et je crois que dans l'affaire Duhamel et dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a le fait que, ça a été dit d'ailleurs, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est la fin de la gauche caviar, quoi. C'est la fin d'un certain recrutement des élites en France. Mais alors, revenons quand même sur cette affaire du silencing. Troisième point, et dernier, je vous rassure, je ne pense pas, Gérard, tu disais au départ un effondrement de civilisation. Je crois qu'il faut y regarder de plus près, parce que dans le fond, ce que réclament ces mouvements, ce n'est rien d'autre que l'application des promesses républicaines, nous sommes des ateliers républicains, qu'une application réelle de la loi. L'inceste, c'est pas nouveau, c'est peut-être même la loi la plus vieille de toutes les civilisations. Comment avons-nous toléré qu'il soit aussi peu poursuivi, aussi peu dénoncé, aussi peu réprimé? Pourquoi avoir attendu finalement le stade de notre démocratie, de notre histoire démocratique pour en faire l'objet d'un scandale? En d'autres termes, ce n'est pas dans l'affaire MeToo, c'est pas une affaire MeToo, dans le mouvement MeToo, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que il n'y a pas une demande de normes nouvelles, quoi. Il n'y a pas une demande de changement de la loi. Il y a une demande que la loi soit appliquée. C'est complètement différent. Et c'est la même chose pour la loi de l'inceste.
Et par certains côtés, c'est la même chose pour la corruption. On pourrait faire des ponts avec l'actualité extrêmement récente, c'est-à-dire finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans la qualification pénale de la corruption. C'est pas le juge qui devient un nouvel acteur politique, ce sont les acteurs politiques qui deviennent des nouveaux justiciables. C'est complètement différent, c'est l'inverse. Et donc, si on fait un pas en arrière, on va finalement, les Lumières, qui trouvent leur consécration autour de notre sujet dans la présomption d'innocence, mais avant, il y a le fameux livre de Beccaria, des délits et des peines, 1756, il y a tout le mouvement de Voltaire, l'affaire Calas, etc. Dans le fond, que se passe-t-il? C'est que la justice veut retirer comment dirais-je, la question de la culpabilité au jugement spontané des classes sociales, à l'aristocratie, à l'Église, à la religion, pour la confier à un médiateur institutionnel qui s'appelle le droit, qui sera servi par des juges et donc qui va permettre d'une loi rationnelle, stable, prévisible, mesurable, pour encore une fois Beccaria, qui est un auteur absolument central, et qui va prendre en main la condamnation morale ou la condamnation pénale. Et donc, d'où ce renversement de la présomption d'innocence qui renverse une présomption de culpabilité spontanée, sociologique ou religieuse. Et c'est ce que notre modernité a fait. Mais elle l'a fait en substituant à cette domination naturelle des classes sociales de l'Église, des aristocrates, du pater familias, en substituant d'autres élites qui étaient les élites des experts, du haut savoir, des juges, des avocats, des bourgeois, appelons-les comme on veut, mais qui, dans le fond, on n'a fait que substituer, on n'a fait que, c'est déjà énorme, mais de confier la domination morale à des gens plus raisonnables et on dirait-je, tout ça encore par la médiation des institutions. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une demande, une revendication d'une égalité plus radicale. C'est-à-dire que on veut que la loi s'applique à tous, qu'elle ne soit pas administrée que par des hommes, que par des experts, d'où cette revendication qui me semble d'ailleurs, totalement, comment dirais-je, légitime, évidente, que la loi pénale soit aussi impitoyable pour la moitié de l'humanité qu'elle ne l'a été pour les hommes. C'est-à-dire qu'elle protège autant les femmes, qu'elle protège autant les enfants, avec autant de détermination, autant les dominés, les faibles, que la protection des puissants. Donc, ce qui est demandé, et ça a quelque chose à voir avec, comme on le voit avec la présomption d'innocence, c'est que ce résidu d'impunité culturelle, on pourrait dire, c'est manifeste dans les abus sexuels de l'Église. C'est-à-dire, personne, fût-il un clerc, fût-il un religieux, ne peut se permettre de toucher le corps d'un enfant. Et donc, l'idée d'avoir une égalité plus radicale. Et dans ce sens-là, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on reparle autant des Lumières, parfois en les malmenant et de manière tout à fait, qui ne correspond pas à ce que moi j'y ai lu personnellement. Mais ce qui est certain, c'est que il y a le désir de continuer l'aventure moderne. En l'étendant à tous, y compris aux minorités, y compris aux Français de fraîche date, tout le débat sur le décolonial. Alors pour conclure, je dirais que il y a deux attitudes vis-à-vis du droit.
celle que tu décrivais, Gérard, que personnellement je partage, c'est là-dedans que j'ai été éduqué, c'est-à-dire la recherche dans le droit de garantie et d'une sagesse, d'une protection contre la foule, contre la spontanéité, contre la norme, contre les passions. Et c'était le sens de la présomption d'innocence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moindre des paradoxes pour moi, c'est que ces affaires traduisent une nouvelle demande de normativité. Je parlais de panique morale. Je suis frappé que j'ai un article remarquable d'Olivier Roy là-dessus qui est sorti il y a quelques mois sur Le Grand Continent où il observait que le mouvement du politiquement correct qui vient des universités américaines de la côte ouest, du même endroit d'où est venu le mouvement hippie, le mouvement d'émancipation, le mouvement de refus des normes, hein, ni vieux, ni maître, ni dominateur quel qu'il soit, se transforme aujourd'hui dans une demande radicalement inverse, qui est celle d'une demande de normativité. Comment se tenir, comment parler aux autres, comment parler dans un langage politiquement correct. Et on le voit aujourd'hui, derrière les réseaux sociaux, et ça nous surprend beaucoup, quoi. Ça me surprend beaucoup, moi, pour ma génération. Il est porteur d'une demande de normes, d'une demande de normativité, d'une demande substantielle, d'une demande morale. Je ne parle pas d'ordre moral parce que c'est une manière caricaturée qui n'est pas juste de caricaturer ces mouvements, mais à l'évidence une demande de normes substantielles. Et on peut peut-être faire un lien avec ce phénomène de panique morale. On aurait donc une réflexion à 3 temps. Je terminerai là-dessus, une réflexion à 3 temps. Le moment d'émancipation, j'aurais 3 temps dans l'histoire récente, hein, un moment d'émancipation, 68, il est interdit d'interdire. Les reproches qu'on a faits, qui sont souvent d'ailleurs, qui tombent souvent à plat contre Cohn-Bendit ou justement là, cette ambiance très, très libre en matière de mœurs. Et puis, un moment de panique morale et une demande de normativité. Donc, je crois qu'il ne s'agit pas, je résisterai moi à employer des termes de fin de la civilisation. Non, je crois qu'il y a une exigence, peut-être impossible à honorer complètement, comme toutes les promesses abstraites de la démocratie, la demande d'honorer complètement, exhaustivement, à l'égard de tous, la promesse démocratique. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Je ne sais pas si Harry veut intervenir, mais moi, je vais intervenir. Il n'y a pas de… Alors, juste une chose d'abord. Moi, personnellement, je n'aime pas trop l'expression « la libération de la parole » parce que c'est un syntagme qui a un biais cognitif. Parce que la libération de la parole, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Je préfère ce que la psychanalyse nous apprend, c'est-à-dire la libération par la parole, plutôt que la libération de la parole. La libération de la parole, si c'est pour dire tout et n'importe quoi et sans épreuve de la pertinence et de la justesse de ce qui est dit, et si tout s'équivaut, on est dans une espèce de relativisme des énoncés qui est en effet ce que je pensais du côté de la régression et du côté de l'effondrement. Donc, je préfère l'expression libération par la parole que l'expression libération de la parole. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, alors j'abonde dans ton sens tout en lâchant rien de ce que je pense. Je crois qu'en effet, il y a une bivalence. Il y a une bivalence dans les mouvements en général. Et la bivalence dans les mouvements, et c'est là où se trouve la question, c'est est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on a un gain de mieux vivre ou est-ce qu'on fait un tour de plus sur la roue de l'aliénation et de l'esclavage?
Or, depuis la Révolution française et avec les révolutions communistes ultérieures, on a vu qu'à chaque fois ce qui était un gain, ce qui se voulait, ce qui se proposait, ce qui se pronostiquait et s'annonçait comme un gain de mieux vivre, au résultat, devenait un tour de plus sous l'oppression et sous l'esclavage. Alors, c'est cette alerte-là qui fait que je pense qu'en effet, on est dans une situation de bivalence. La bivalence, c'est si on oublie l'acquis de civilisation de la présomption d'innocence, dans tous ses paramètres et dans tout ce que ça exige, alors on est dans la régression. Mais en même temps, comme tu le pointes, il y a bien quelque chose qui tâtonne et qui cherche des limites. Ce que tu appelles, j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus d'ailleurs, un sacré diffus. Il y a quelque chose qui tâtonne, qui essaye de remettre de la règle et de la loi à un autre endroit, mais qu'il y en ait encore, par rapport au débridement généralisé qui se produit. Et il est en effet tout à fait observable, ce que tu as dit, c'est que, par exemple, en fruit de la libération sexuelle et de tous les LGTBI, QI, etc. qu'on voit, eh bien, quelque chose se dessine qui fait que, voilà, il y a un intouchable, il y a une limite, c'est celle de l'enfance, ce qui me paraît évident, mais est légitime. Mais c'est comme si il y avait, dans une espèce j'aime pas employer ce mot, mais d'inconscient collectif, en tout cas de démarche collective, il y avait quelque chose qui se cherchait là la mise en place, non pas des nouveaux normatifs ou purs, ou de pureté, mais au moins qu'il y ait quelque chose encore de tangible qui fasse limite. Oui, alors, si je puis, je réponds maintenant. Si tu veux, oui, oui. Oui, alors, libération de la parole, moi, je suis très marqué par mon expérience à la SCIAZ, où j'ai entendu, étant responsable de la commission victime, on a entendu des centaines de personnes qui ont mis entre 40 et 50 ans à parler, qui ont mis entre 40 et 50 ans à pouvoir parler. À pouvoir parler. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et donc, non, là, je tiens à la libération de la parole. Ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est une libération de l'écoute. Et ce qui serait bien, c'est que les deux puissent se rencontrer. Alors, donc, l'ambivalence, oui, absolument, absolument. Mais et l'ambivalence, notamment de la technique et l'ambivalence du numérique, de la révolution numérique, qui est pour nous une véritable rupture anthropologique, pour nous, avec Jean, avec lequel on a écrit le bouquin. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle forme d'aliénation, tu as employé le mot, il y a une nouvelle forme d'aliénation dans les réseaux sociaux qui porte à la fois un progrès, mais qui porte aussi cette forme d'aliénation. Du fait que par l'exploitation des données, par l'addiction, par une addiction programmée, par le lien avec le business, etc., des choses qui sont de plus en plus dans la place publique. Alors, le sacré diffus, moi je suis frappé, je pense que nous sommes la première époque de la déchristianisation, c'est-à-dire de la fin des grands récits, et peut-être que le judaïsme pourrait être pris dedans d'ailleurs en écharpe, c'est-à-dire d'une réflexion d'une offre où on peut mettre notre histoire, l'histoire du monde, la grande et la petite, dans une formulation religieuse. J'ai été très frappé dans l'affaire du Hamel. C'est pas cette radicalité, mais il n'avait pas voix au chapitre. On se demande ce qu'il pouvait dire, ce qu'il aurait pu dire. C'est le mal absolu. Et je suis frappé du retour des mots absolus. Que ce soit l'écologie, que ce soit l'islam, que ce soit l'inceste, et il y a certainement d'autres, sont considérés comme des mots absolus, c'est-à-dire dans lesquels
on ne peut qu'adopter une attitude d'une sorte de religion sauvage, quoi, sauvage, c'est-à-dire spontanée, qui très peu formulée, et dans les réseaux sociaux, j'en suis, c'est-à-dire que le discours de la rédemption, la faute, oui, tu le disais en commençant d'ailleurs, la faute, oui, mais il y a un dépassement à la faute. Heureusement, à la plus terrible, qui soit. Et donc, je suis très frappé. Moi, je travaille sur le thème de la déspatialisation par le numérique, et je réfléchis beaucoup sur une phrase de Durkheim que je trouve géniale, dans laquelle il dit, finalement, le sacré dans une société, c'est ce qui localise, ce qui condense l'irrationnel, et qui lui donne un langage propre, qui doit d'ailleurs s'incarner dans les villes par le temple. Hein. Donc voilà, et il dit, il y a une sorte de correspondance dans une société entre la localisation physique du temple, de l'endroit sacré, et en même temps du sacré en tant que discours sur justement des dimensions de l'existence, comme le mal, comme le tragique de la condition humaine, que les catégories ordinaires ne peuvent pas saisir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Non, tu as répondu, oui. Arié, tu veux intervenir? Oui, d'abord, merci Antoine Garapon, c'était particulièrement intéressant. Et évidemment, aujourd'hui, tous les sujets que nous abordons doivent être appréciés à l'aune de la révolution numérique et de ce qu'elle induit dans la transformation profonde des comportements, que ce soit sur les questions de la justice en général, avec un tribunal de l'opinion qui évidemment prend une place considérable et a un écho qui est immédiatement planétaire, impact également sur la démocratie. On peut même se poser la question de savoir si la démocratie est encore possible, en tout cas sous les formes que nous connaissons, dans ce monde de l'hyper-médiatisation et des réseaux sociaux. Donc, j'ai écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, dans la mesure où il nous reste assez peu de temps, j'aurais envie de vous poser une question qui n'est peut-être pas exactement dans le thème de notre atelier républicain, mais qui peut-être peut s'y rattacher et être vraiment dans l'actualité. Que pensez-vous de la décision de justice qui a condamné l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et si j'ai bien compris, sur la base d'une idée assez floue et vague qui consiste à dire qu'il y aurait eu là tentation de commettre un crime qui n'a pas été commis, en l'occurrence une tentative de corruption finalement qui n'est pas avérée, et donc on a une condamnation alors que aucun trouble à l'ordre public apparent n'a été commis et aucun préjudice n'a été commis, et que finalement personne dans cette affaire-là n'a véritablement été lésé. Alors ça sort du cadre de votre intervention, cher maître, mais je ne résiste pas à la tentation de vous poser une question qui est évidemment d'actualité. Oui, alors ça, je peux y répondre. Je n'ai pas eu accès au dossier, je déclare aucun intérêt particulier dans cette affaire-là. Non, pour le droit qualifie le pacte corruptif. C'est-à-dire, ce qui est important dans la corruption, c'est pas que effectivement le bien public ait été affecté, mais c'est qu'un pacte ait été passé entre une personne d'accomplir une mission dans le cadre de ses fonctions, mais pour une finalité extérieure, contre rémunération, contre service ou contre faveur. Donc, le fait qu'il ne se soit rien passé n'est pas un argument. J'allais dire, mais je suis navré cette comparaison parce qu'elle pourrait être très mal comprise, mais je le dis, c'est un peu comme le fameux délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste. Ce qu'il faut, c'est les arrêter avant que l'attentat ait eu lieu. Mais le fait de s'associer et de préparer et d'avoir cette association, vous voyez, donc ce sont des délits qu'on qualifie, des infractions qui sont consommées
avant même d'être socialement réalisé. Voilà. Donc ça, voilà mon commentaire. Après, je crois que l'affaire Sarkozy rentre dans cette transformation générale, hein, c'est-à-dire cette transformation générale où la sensibilité à l'égard de la corruption, à l'égard des puissants n'est plus la même, y compris même de l'époque où cette affaire est intervenue. Merci. Gérard, je te laisse le soin de poursuivre et de conclure quand ce sera le temps de le faire. Oui, écoute, je crois qu'on juste dans le débat, et je pense que c'est une chose c'est là peut-être où ça grippe un peu dans ce qu'on peut avoir en commun aussi de préoccupations avec Antoine, c'est que il parlait de la question de la culpabilité de l'homme coupable. Je pense que il n'y a pas de culpabilité ontologique. Par contre, il y a une possibilité à la méchanceté d'un point de vue anthropologique. Je pensais à cette remarque de Machiavel dans le discours sur la première décade de Tite-Live où il disait il faut que le législateur suppose par avance que tous les hommes sont méchants et qu'ils sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu'ils en auront l'occasion. Et justement, je trouve que avec ce qui s'est passé au XXe siècle, le déplacement épistémologique, le déplacement éthique que ça convoque, c'est que même sous les discours et même dans la réalité d'un appel au mieux-être, au mieux-vivre, au bon agir en commun, selon les objectifs de la philosophie politique, eh bien, peut se dissimuler quelque chose qui est une force plutôt mauvaise et qu'on a à discerner. Et ce dont on doit être le plus vigilant, c'est justement de ne pas être dupe de ce qui peut s'habiller de bien pour faire le mal et en même temps de soutenir ce qui est du côté du bien dans ce qui est sa légitimité. Alors, merci. Je vois qu'il y a une question qui est posée dans le savoir dans l'affaire Duhamel. Pour répondre très rapidement, je suis frappé parce que quand je dis l'homme coupable, c'est le masculin coupable, puisque les violences sexuelles sont à 95% commises par des hommes. Et on voit bien que c'est un débat aujourd'hui, d'ailleurs. Cette question du rapport entre hommes et femmes est posée et légitimement, mais on ne sait pas quelle en sera l'issue. Je suis frappé aussi de ce que le reproche de colonisation, les ressemblances qu'il a avec le péché originel, quoi. C'est-à-dire, oui, ça s'est passé, on n'y peut rien, c'est passé. Et la vraie question, c'est comment dépasser une situation objective d'un tort. Alors, il y a une question qui est posée par Annie Mann, et dans l'affaire Duhamel, tous ceux qui savaient ne sont-ils pas des malfaiteurs à poursuivre? C'est quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire que Duhamel est devenu, comment dirais-je, il souille tous ceux qu'il rencontre de son crime. C'est-à-dire qu'on a une vision du mal comme une contagion, alors qu'il s'agit de faits qui sont très graves s'ils sont avérés, qui concernent un homme privé. Je trouve que la manière dont tous les gens qui ont été à contact de près ou de loin avec lui, qui doivent subir la même infamie que lui, non. C'est pas, il faut faire des discriminations. Ceux qui ont été complices, oui, mais ceux que non, pour ceux qui avaient des rapports d'amitié. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une ligne à retrouver. Bon, c'est un travail en chemin qui va nous convoquer pendant de très longtemps. Antoine, je te remercie beaucoup.
Merci de ta présence, merci de ton concours et de tes réflexions. Je rappelle à tout le monde l'intérêt de lire l'ensemble des ouvrages d'Antoine Garapon et je vous invite à une prochaine séance qui aura lieu le 25 mars de 12h à 13h et ce sera avec Pierre-André Taguieff pour la parution d'un ouvrage dans la semaine qui précédera, Les liaisons dangereuses, qui est un essai très documenté, comme c'est toujours chez Pierre-André Taguieff, sur l'islamo-nazisme et l'islamo-gauchisme. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre le 25 mars de 12h à 13h. Et Antoine, merci encore de ta contribution. À très vite. Merci à vous. Merci à tout le monde. À très bientôt.